Scrub my feet. Ooh, 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 ooh. Scrub my arms. Ooh, my ears and my nose and my face and my hands and my knees. Ooh, 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 ooh. Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Oh, bubble bath, bubble bath. Come on, everyone, jump in one by one. It's so much fun. Ooh. Are you ready for rubber duck? Oh, hands up, here comes Rubber Duck. Say, did you know I named him twice? 1, 2, Milton, or Dylan or Hilton. Now up he goes, riding on my boat. Scrub my feet. Ooh, scrub my... Bonsoir à tous et bienvenue dans Ketchup Mayo pour ce rendez-vous du lundi soir. Je suis très content de vous retrouver pour une émission une nouvelle fois multisport. On va s'attaquer au football et au week-end des 5 plus gros championnats. Pas de première ligue, mais on va pouvoir quand même s'appuyer et analyser la Ligue 1, le championnat espagnol, le championnat italien ou encore la Bundesliga, le championnat allemand. Puis ensuite, nous irons du côté de la NBA pour une nouvelle partie de buzzer beater avec mon cher ami Gaëtan. On finira par du rugby, mais on passera aussi par le handball et le tennis où il y a eu quelques actus ce week-end. N'hésitez pas à réagir avec nous tout au long de l'émission. Cantigo qui nous fait Hi guys, salut Declan, salut à tous ceux qui sont présents dans le chat et qui vont parler sport avec nous pendant 7 heures. On va commencer cette émission par la partie foot et pour cette partie foot, je suis une nouvelle fois accompagné de mon Kylian National. Comment tu vas? Hello guys, super et toi? Ça va très bien. Salut Yazor dans le chat, salut Gaëtan. Salut tout le monde, salut Guillaume. Et on va, sans perdre de temps, vous en avez l'habitude, maintenant c'est un peu notre revue du week-end. On le fait avec 5 grandes questions. Mes amis sont équipés de leur meilleure tablette alors qu'on a Isa Cookie qui nous dit hello. Voilà, je vous sens un peu chaud dans le chat, donc n'hésitez pas à réagir au choix de mes camarades. Nous allons parler du match du week-end tout de suite. Messieurs, quel est, sans plus attendre, le match du week-end? Le match qui vous a fait vibrer ce week-end, le match où vous dites waouh, là on a vu du beau football. Qu'avez-vous choisi, messieurs? Est-ce qu'il fallait attendre le dimanche soir? Oh, on n'a pas le même. Vous n'avez pas le même. Je sais pas si on va suffisamment voir. Naples-Roma pour Kylian et Manchester City-Arsenal. Manchester City-Arsenal, c'était un match de coupe, c'était Cup, ouais. un match qui a eu lieu vendredi soir. Et pourquoi pour toi c'est le match du week-end, Gaëtan? Pour moi, c'est le match avec déjà les équipes qui jouent en ce moment peut-être le mieux au football, même si Naples déroule très bien en ce moment en championnat. Mais t'as Arsenal qui... c'était un peu le choc, tu vois, c'était le premier contre le deuxième de Première Ligue, sauf que là, ils se retrouvaient en coupe. Et donc, je pense aussi que ce match peut peser peut-être potentiellement dans un futur. Genre, tu prends un peu mentalement le dessus peut-être sur l'adversaire. Et franchement, c'était un match très serré. Ça allait des deux côtés. Arsenal s'est pas dégonflé, a vraiment joué son jeu, a montré de très belles choses. Et du coup, il y a eu de très belles actions. Et donc, je retiens ce match de par de l'enjeu des deux candidats possibles au titre cette année en Première Ligue. Peu de buts, mais on a vu du beau jeu. Ouais, voilà. Il y a eu beaucoup d'occasions. Un très beau poteau. Je sais plus qui c'est qui met le poteau. Je me demande si c'est Rodri, je crois. Une belle frappe aussi de De Bruyne. Même Arsenal, franchement, ils ont joué leur jeu. Ils n'ont pas été timides. Toujours un jeu porté vers l'attaque. Ouais. Et ce qui m'a plu chez Arsenal, c'est souvent quand on joue contre City, on laisse la possession, on cherche plutôt à défendre, à jouer en contre-attaque. Et eux, ils ont quand même essayé de développer leur jeu, à toujours aller vers l'avant. Et ça m'a vraiment plu de la part d'Arsenal. Donc c'était un très beau match. Mais City l'emporte 1-0.
Donc Arsenal qui va pouvoir se concentrer aussi sur cette première ligue avec du coup cette élimination en Coupe d'Angleterre. Tu es passé par l'Italie une nouvelle fois cette semaine. Là, l'Italie est peut-être à la mode du côté de Kylian qui s'est régalé devant ce Naples-Roma. Ouais, Naples-Roma, bah voilà, on le sait que Naples déjà c'est une des meilleures équipes d'Europe actuellement, Ouais. je pense, en termes de résultats, en termes de jeu, en termes de tout. Et la Roma qui était sur une bonne forme. La Roma de Mourinho qui performait en ce moment, donc c'était une belle confrontation entre les deux équipes. Et on a eu droit à un très beau match, un but sublime d'Osimhen qui te loge une demi-volée sous la barre. Cet enchaînement. Magnifique, Ah ouais. enfin, le contrôle poitrine, la reprise elle est sublime. On a eu beaucoup d'occasions. On avait fait avoir un CSC aussi du Napoli sur une tête hasardeuse. Enfin, une sortie du gardien hasardeuse et une tête qui passe très proche du poteau. Et donc ouais, on a eu surtout la Roma qui jouait quoi. La Roma qui jouait contre Naples, qui joue aussi, donc ça a donné vraiment un beau match. Victoire du Napoli 2-1, mais les Romains n'ont pas démérité. La Roma qui revient bien hein, dans ce championnat d'Italie avec des matchs assez convaincants récemment. Ils ont vraiment eu beaucoup de blessés, et notamment les joueurs qu'ils ont recrutés cet été, les Wijnaldum, les Dybala. Wijnaldum n'est pas encore revenu, mais Dybala est bien revenu. Tommy Abraham qui confirme et qui marque des buts importants semaine après semaine. Donc c'est une équipe à suivre aussi, la Roma, sur la deuxième partie de saison en Serie A. Mais si on continue avec la surprise du week-end, quelle a été la surprise aussi bien positive que négative? Moi j'en ai ma petite idée, je ne sais pas où est-ce que vous allez en parler ce soir. Pas mal cette nouvelle cam, nous dit Yazor. Merci à toi, voilà, on essaye de se perfectionner émission après émission, de trouver la meilleure sauce, le meilleur cocktail pour ces émissions Ketchup Mayo. Milan, Sassuolo, ben voilà, j'attendais de savoir quand est-ce que vous alliez en parler de mon petit bébé. Et Monza, Juve, donc deux surprises, évidemment les équipes qui vous ont surpris. C'est la Juve qui a perdu 2-0 face au promu Monza et Milan qui a perdu 5-2 chez eux contre Sassuolo 17e. Tout à fait. Vas-y Gaëtan. Comment c'est Gaëtan? Moi d'abord, on aurait pu dire le match de Milan, mais Milan je l'ai trouvé sur une série catastrophique, donc est-ce que ça m'étonne? Pas forcément. Ouais. 5-2, je suis pas forcément étonné. Non, Prennent 5, je sais pas, en ce moment je les trouve vraiment catastrophiques, donc désolé Guillaume. Non mais vas-y. Mais non, j'ai été surpris déjà parce que par la force de caractère de Monza, qui est quand même vraiment un petit club, qui va jouer chez la Juve. Ouais. Ils ont déjà gagné le premier match chez eux en début de saison, et là ils viennent réitérer l'exploit avec un très beau jeu. Après, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ils ont su défendre. Ils concrétisent les occasions qu'ils ont eues, ils mettent 2 buts, et je crois qu'ils font 3 frappes, donc un réalisme assez incroyable. Ah, de fou. Mais après c'est ça, tu vas jouer chez la Juve. La Juve aussi avait un intérêt, c'est-à-dire qu'ils devaient, dû à leur moins 15 points, essayer de remonter. On avait dit que ça allait souder les joueurs, voilà, que l'équipe allait plus être soudée, qu'ils allaient vraiment tout faire pour avoir un sentiment de rage pour essayer de remonter au classement. Et au final, Monza vient chercher ce résultat avec le gardien Di Gregorio qui fait un match incroyable. Il a sorti des parades. Moi, j'étais vraiment surpris. Et du coup, c'est pour ça que je mets ce match en surprise. Qui est le président de Monza? Est-ce que vous le savez? Je l'ai vu cette info. Mais je sais plus qui c'est. Silvio Berlusconi. Ah oui, voilà. Silvio Berlusconi. Et la promesse qu'il a fait. Tu l'as. Vous l'avez? Je savais pas si je devais le Est-ce dire. que vous l'avez dans le chat? J'ai dit aux promesse de joueurs, la Juventus, l'AC Milan, etc. arrivent. Maintenant, si vous gagnez contre une de ces grandes équipes, je vous amène dans le vestiaire un quart rempli de et vous avez à la fin P, ça commence par un P, ça finit par UT et voici la déclaration de. Et selon mes infos, Gaëtan était sur le banc, donc lui il va assister à ça. Il l'aura dans le vestiaire. Des grosses surprises, Monza du coup qui s'impose face à cette Juve qui avait gagné le week-end dernier malgré les 15 points de pénalité. Là c'est un coup d'arrêt qui marque, mais finalement coup d'arrêt aussi, coup en tout cas qui reste à l'arrêt pour l'AC Milan qui a perdu 5-2 sur sa pelouse face au 17e de Serie A. Ouais, grosse surprise. Après, oui, effectivement, le Milan est dans une passe
relativement compliqué en Mm. championnat. Enfin, tout court d'ailleurs, la pire défense d'Europe. Ouais, en Jusqu'ici. 2023, ouais. Ils viennent d'en prendre 5 du coup contre Sassuolo, qui est 17e du championnat, Mm. qui avait marqué que 18 buts en 19 matchs, donc Ouais. une des pires attaques de Serie A, si ce n'est la pire. Voire d'Europe, hein, on n'est pas loin franchement. Je vais creuser ma. Creuse tâton. Donc ouais, ils n'avaient pas gagné un seul match depuis le mois d'octobre. Ouais. Et là, ils viennent d'en mettre 5 à notre grand Milan national, au plus grand désarroi de nos grandes ligues Ouais. nationales. Voilà. Le match commence par un but refusé pour hors-jeu de Giroud. C'était l'occasion peut-être de Milan de montrer autre chose et de montrer quelque chose qu'on ne voit pas depuis 2023, qui pouvait prendre les devants d'une rencontre. Ils en prennent finalement 3 en première période, malgré une réduction du score de Giroud. Et puis mi-temps, on se dit bon il y a 3-1 pour Sassuolo. Quel va être le coaching de Pioli, etc. Avec qui va changer Pioli? Il fait rentrer Leao qui était resté sur le banc en première période. Il fait rentrer Leao. Première action, donc 45e minute, coup d'envoi, première action pour Sassuolo. Calabria se fait prendre de vitesse, penalty pour Sassuolo, 4-1 à la 46e minute. Comment niquer le coaching du match par en C'est plus ça. Ton capitaine. Rien ne va plus à Milan. J'ai trouvé la défense d'une passivité. Ouais, c'est terrible. Ah non, C'est d'une c'est passivité, terrible. c'est-à-dire que vraiment sur les attaquants, je les trouve si loin du Ouais. marquage et ils réagissent mais du coup à contre-temps. Mm. Et d'où vient ce penalty? Et mais vraiment, c'était mou, c'était lent. C'est-à-dire ça sort pas sur un joueur qui commence à attaquer la zone. Ouais. Franchement, j'ai vu la défense, je n'avais pas possible de défendre comme ça. Non, c'est sûr. Très compliqué. Et le prochain match qui est inquiétant pour l'AC Milan, qui en a pris 3, 4 et 5 respectivement contre l'Inter, la Lazio et Sassuolo. Le prochain match, c'est l'Inter, encore en championnat. Donc, bon, selon le théorème du Milan, le prochain match sera 6. On verra, en tout cas, on en reparlera lundi de ce Milan-Inter. Forcément, ça va être un très grand match. On va avancer, messieurs. Et le joueur, quel est le joueur du week-end? La vedette, la star, le joueur qui vous a ébloui. N'hésitez pas à continuer dans le chat. Lyon, super forme. Laurent Blanc, enfin efficace, nous demande Laurent Daron. Notre Est-ce que, expert on est obligé de toucher un commenter mot. ça? Je suis pas sûr. Ça gagne 2-0, hein. Clean Ça sheet. gagne 2-0, mais c'est pas beau dans le jeu. Hein. Ouais. On se fait dominer par Ajaccio, 16 tirs à 8 à la fin du match. Mm. On gagne 2-0, mais j'en dirai pas plus pour le moment. Le supporter lyonnais a refermé cette petite parenthèse. Voilà. Salut Voxit, salut à tous ceux qui nous rejoignent. On est pas loin d'être une dizaine dans l'émission. Continuez à faire grimper, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Messieurs, vos joueurs. Alors, Berardi d'un côté qui a fait très mal à Milan, et je te laisse le prononcer. Sloboslai. Soboslai, Sloboslai. le joueur de Leipzig. Leipzig, tout à fait. Pourquoi Berardi? Comment a-t-il brillé à San Siro? Un stade Du qu'il coup, réussit, hein. il a fait quand même 3 passes D, 1 but. Ouais. Donc un match plus que réussi. Et surtout, je l'ai trouvé d'une justesse technique, percutant dans ses dribbles. Il a mis à mal vraiment cette défense milanaise. Et ouais, il était toujours bien placé dans les coups. Très bon dans la contre-attaque, dans la transition offensive. Et c'est toutes les attaques passées par lui. C'est lui qui menait vraiment la vitesse de la construction d'attaque de Sassuolo. Et il a vraiment commandé cette attaque. Et je trouve que il a fait un match quasi parfait. Dans le sens où voilà, il a fait 3 passes D. Il est presque au début de chaque action. Sauf Il a marqué. Ouais, et il marque ce but. Donc pour moi, match ultra complet de Berardi. Bien Et sûr. il m'a impressionné. Très bien. Soboslai, pourquoi Soboslai Soboslai? Qu'a-t-il fait Ce week-end, le du coup, Hongrois Leipzig jouait contre Stuttgart en ouverture de la 18e journée en Bundesliga. Et Leipzig a gagné 2-0 sur un doublé de Soboslai. Sloboslai. Il met un coup franc de, je crois que c'est entre 25 et 30 mètres. Ouais, sublime. Sur une petite erreur du gardien, mais la frappe est quand même sublime parce qu'il fait ce rebond juste avant le gardien qui perturbe forcément un gardien de but quand il plonge, donc c'est magnifique. Et ensuite, du Sloboslai, une belle frappe, petit filet, magnifique. Il n'y a rien à dire, doublé, très propre, très net. Sloboslai, vraiment Un joueur un grand joueur, un futur grand joueur. Un joueur qu'on retrouvera en Ligue des Champions dans une dizaine de jours, puisqu'il Ouais, jouera bien avec Leipzig. Je n'ai plus en mémoire
le club qui Je l'affronte, Leipzig, c'est Et pas en un plus, club italien? c'était Je quand sais même un match relativement important parce Ouais. que le Bayern enchaîne les mauvaises performances. Mm. Là, ils sont sur 3 nuls d'affilée maintenant, parce qu'ils ont Ouais. encore fait un nul ce week-end. Donc là, Leipzig revient à 2 points, Ouais. alors que l'Union de Berlin est à 1 point seulement derrière Bayern de Munich. Mm. Donc ça resserre l'étau sur le Bayern de Munich. Il va falloir qu'ils réagissent relativement rapidement. On avance et on passe Ouais. au top, messieurs. Le top? Le top. On a parlé du match, on a parlé de la surprise, du joueur. Quel est le top? Reims, On a le même. ils sont d'accord. Et Reims est d'accord. qui est venu égaliser dans le temps additionnel hier soir face au Paris Saint-Germain. On en parlait mercredi, un PSG qui a du mal en 2023 aussi à trouver les solutions. Et là, c'est Reims qui en profite hier soir. Pourquoi Reims Alors là, est le top? je pense que c'est pas forcément Paris que j'ai envie de critiquer aujourd'hui. Mm. J'ai plus envie de mettre en avant Reims parce que ça joue au foot. Ouais. Reims, Reims, c'est 8 matchs sans défaite. Mm. Et Reims, aujourd'hui, ça joue au foot. Et hier, ils n'ont pas du tout démérité contre un PSG. Alors certes, un peu en difficulté, mais un PSG quand même avec des atouts offensifs relativement impressionnants. Donc sur le terrain, Reims, ça joue. Et pas que en 2023. Fin 2022, c'était également très bien. Avant le mondial du moins. Donc ouais, c'est agréablement surpris par cette équipe de Reims. Ouais. Et leur nouveau coach, là, il fait la diff. Très bien. Un mot à ajouter sur Reims? C'est que je trouve que ce que j'aime bien en ce moment en Ligue 1, c'est que dans la difficulté par exemple des gros clubs, tu as de plus en plus justement de clubs de milieu de tableau, fin de tableau, qui veulent bousculer justement par exemple des gros clubs comme justement Marseille, Paris et tout. Et ce qu'a fait Reims hier, c'est vraiment prendre le jeu à son compte. C'est-à-dire ils n'ont pas voulu subir, ils se sont créés beaucoup plus d'occasions que le PSG. Et pourtant, c'était au parc. Donc ils sont arrivés, ils ont fait, écoute, c'est le Paris Saint-Germain en face, mais on s'en fout, on va jouer notre jeu, on sait qu'on a des qualités. Et c'est sur ça que je vais appuyer, qu'ils ne sont pas rentrés sur le terrain la peur au ventre. Ils se sont dit, on est là pour prendre 3 points, on n'est pas là pour défendre, pour essayer de faire un nul, on est là pour venir vraiment prendre les 3 points. Certes, ils ressortent avec un nul, mais ils se sont battus jusqu'à la fin. Ils marquent à la 90 plus 5. Beaucoup d'équipes en Ligue 1 ou autre auraient pu se dire c'est le Paris Saint-Germain, à la 90e, c'est terminé. Eux, ils se sont battus du début jusqu'à la fin. Ouais. Et c'est vraiment le mérite de cette équipe que j'ai envie de souligner. Et ce qui nous a donné un très beau match. Dans le chat, Hulgot nous dit Reims pas rincé, j'y pense pour la une de Ketchup Mayo. On y pensera. Très bon jeu de mots. On y pensera. Vous Excellent. êtes 11 à nous suivre. Merci d'être aussi nombreux. Sur Twitch, en tout cas, 11, c'est déjà très bien. On est vraiment très contents. On en parlait en off dans des lundis qui sont très concurrentiels sur le marché du foot. Nous sommes très contents de pouvoir compter sur 11 personnes. Ça peut monter à 15 des fois les lundis. On espère avoir les audiences du cinéma aussi sur ces émissions. Donc parlez-en autour de vous, à vos amis, etc. On essaie de faire grandir cette belle émission, ce média, puisque nous sommes aussi présents sur TikTok et sur Insta pour des contenus en dehors de nos émissions, des contenus un peu différents. Il y a nos derniers Unpopular Popinions, notamment sur le foot. Populaire Donc, allez. Popignon. J'ai dit quoi? Populaire Popinions, j'ai dit. On les appellera comme ça maintenant. Les Populaire Popinions. Ou Unpopular Popinions qui sont sur le Insta de Ketchup Mayo. Donc allez checker ça. On termine avec le flop, messieurs. Est-ce qu'on va laisser tranquille le club de l'AC Milan? On va en reparler. La Juventus et la VAR. Ouh, ça sent la capsule coup de gueule de Gaëtan. Un mot sur la Juventus, et après on finira avec la VAR. Après, on a déjà un peu tout dit, mais voilà, je pense que le mal à la Juventus est profond. Ouais. Avec toute la crise qu'ils traversent actuellement et tout ça. Ça va plus loin que simplement les 15 points de retrait. Je pense que l'environnement autour du club qui gravite actuellement avec toutes les sanctions qui ont été prises, etc., pèse beaucoup sur les joueurs. Ouais. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un grand ménage de fait cet été pour enflouer un peu les caisses, parce qu'il n'y aura pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, vraisemblablement, à moins d'un grand exploit, et voilà. Ouais. Donc, va falloir réagir rapidement. Et voilà, après, ils perdent 2-0 contre Monza, mais c'est dans la lignée en fait de ce qu'ils font actuellement. Donc
Voilà, je les ai mis en flop. Après, j'aurais pu mettre le Milan aussi, mais vu qu'on a déjà parlé du Milan avant, je me suis dit, je vais mettre la Juve. La VAR, monsieur, pourquoi la VAR est-il le flop de ce week-end de foot? Alors pourquoi la VAR? Moi je vais l'expliquer très simplement. La VAR est là, moi j'ai toujours été pour, est là pour aider le foot à s'améliorer. Pour moi je vois que du bienfait de la VAR, c'est là pour corriger des erreurs manifestes. Donc là je vais parler du match Marseille-Monaco. Je trouve ça catastrophique. Et il y a plein d'erreurs de la VAR et tout, mais là, que la VAR n'est pas intervenue sur l'action, sur une faute, je ne sais plus qui c'est. Sur Kolasinac, tu vas parler de Voilà, ça? sur Kolasinac, Ouais. qui certes, le ballon, il tire le ballon et après il y a contact. Ouais. Mais alors, pour moi, il y a deux hypothèses. Enfin, il y a deux possibilités que l'arbitre doit prendre. Soit, première possibilité, il se dit, bon, il y a faute dans la surface, malgré que le ballon soit parti, c'est une faute, je siffle penalty et je mets un jaune parce que pas double sanction. Soit pour moi, parce que la faute est bien trop haute, il arrive, il considère que il a joué le ballon est parti, le ballon n'est plus considéré dans la surface de jeu, donc c'est une faute hors du jeu. Donc là, tu mets un rouge, mais pas de penalty. Je trouve ça catastrophique, mais catastrophique qu'on ne revienne pas sur des actions comme ça. On est en Ligue 1. La VAR, ça fait combien de temps qu'elle est installée? Ça doit faire 6 ans ou 7 ans plus, je ne sais plus, ça j'abuse. Mais je ne comprends pas que personne lui dise à l'arbitre, viens voir la VAR. Frère, il lui met une semelle ici, c'est inconcevable. Ouais. Comment, à un moment donné, les mecs de la VAR, ils sont comme ça dans leur truc, ils disent non, bon, ça passe. Ils mangent des Burger King comme la récente pub. Et bien sûr. Mais les règles de la VAR, elles sont strictes là-dessus. C'est-à-dire qu'ils interviennent à partir du moment où ils considèrent qu'il y a une erreur manifeste de l'arbitre. Là, le quart de la VAR, à mon avis, a considéré c'est pas vrai ça. Pour le coup, c'est pas une erreur. Alors les règles, elles sont différentes d'un championnat à un autre pour la VAR. En Ligue 1, en tout cas, c'est comme ça. C'est la VAR intervient à partir du moment où il y a une erreur manifeste de l'arbitre. Et même sur les hors-jeux, parce que nous en Italie, les buts sont acceptés et ensuite ils les valident. Non, pas sur les hors-jeux, pardon. Rien à voir. Ouais, sur les hors-jeux, ils les vérifient. Sur les pénaltys, sur les fautes comme ça, sur les cartons rouges, etc. À partir du moment où il y a une erreur manifeste, c'est-à-dire que la VAR considère que là, c'est pas possible de faire autrement que le règlement. À partir du moment où c'est une erreur d'interprétation, là, la VAR ne peut rien faire. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que moi, je trouve que c'est une erreur manifeste. C'est-à-dire que pour moi, à la limite, ok, il n'y a pas pénalty, mais il y a rouge tous les jours. Il y a rouge tous les jours, et je suis désolé, mais parce que on peut dire tout ce qu'on veut, mais imaginons, du coup, le ballon est parti, mais c'est comme, par exemple, un remplaçant, s'il se lève, il va mettre une droite à un joueur sur le banc, il aura un rouge. Et bien c'est exactement, le ballon, ok, est parti, est plus dans le champ, mais tu sors le carton rouge parce que c'est une action super dangereuse et je ne comprends pas qu'on ne soit pas revenu dessus parce qu'on a les images, c'est là pour ça et on ne l'utilise pas. Et je trouve ça donc calamiteux. On met je ne sais pas combien la FFF, mais aussi ça coûte beaucoup d'argent. Mais utilisons-la. Pourquoi on les laisse là, 3 gros arbules dans un camping-car? Ils sont en camping ou quoi? Mais c'est pas possible. Et ouvrez vos yeux. Non, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Camping. Non, mais je comprends pas. Désolé. Tant qu'on est sur les coups de gueule, moi je veux revenir sur cette règle du hors-jeu qui est faite, messieurs, dans l'histoire du foot pour éviter aux attaquants de camper. Et j'en ai marre de cette règle des hors-jeux qui est vraiment à l'appréciation au centimètre. On ne sait plus quelle partie du corps regarder. Les 2 hors-jeux du Milan refusés. Non mais sans déconner, celui de Giroud, il est détestable. Il met un but zlatanesque sublime à la 10e minute alors que Milan domine totalement le match. Et tu cherches le ralenti. Le ralenti vient 20 minutes après l'intervention de la VAR. Je ne sais pas, normalement c'est dans les ralentis c'est 2 minutes, 3 minutes. Là, on a la réponse 20 minutes après qui nous sort du chapeau. Giroud qui est ici. Et je crois que c'est un morceau d'épaule qui dépasse du morceau de l'épaule adverse ou du genou. Enfin, c'est à un poil de cheveux. Et sachant que quand tu vois les 2 défenseurs, je peux me lever, mais ils verront rien. Mais les Giroud a les 2 pieds derrière le pied du joueur de Sassuolo. Et pour moi, il faut changer cette règle des hors-jeux.
parce que ça dénature le football. C'est quand même le seul sport où tu peux voir un 0-0. C'est le seul sport où tu peux te lever ou ne absolument pas te lever dans un match. Et si tu commences à supprimer des buts magnifiques parce qu'il y a un doigt qui dépasse, alors que les 2 pieds ils sont derrière, pour moi on devrait siffler les hors-jeu à partir des pieds ou au genou maximum, parce que c'est là où la prise d'appui elle se fait. Mais que le mec il ait une épaule qui dépasse, une tête, ça n'a aucun sens et on se fait refuser 2 buts là-dessus. Et pour moi ça doit évoluer le football. Après, voilà, la VAR, il faut définir une limite là-dessus. C'est-à-dire que à partir du moment où l'arbitre de touche, je pense, à l'œil nu, n'a pas vu le hors-jeu, et que c'est vraiment ric-rac, à partir de ce moment-là, on dit bah, à l'œil nu, c'est pas visible. Ouais. Donc on dit rien. Mais en fait, il faut que ce soit plus cohérent. Mais le problème, c'est qu'il y aura toujours des abus. En fait, je pense que la VAR, et ce serait aussi bien pour le foot, pour éviter d'avoir des 8 ou 6 minutes de temps additionnel, devrait, à partir du moment où le but est mis et on veut revenir sur ce but, il devrait avoir un compteur de 30 secondes pour juger. Et si au bout de 30 secondes, ils n'arrivent pas à se décider, eh ben, la décision n'est pas contestée. Je pense que si au bout de 30 secondes, tu n'es pas capable de déjuger la situation qui a été acceptée par les arbitres de terrain, eh ben, la règle, ça doit être amélioré. En Italie, ils passent 2 minutes 30 à analyser si l'orteil de Giroud est devant l'orteil du défenseur. Et ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens. Aussi, ce qui m'énerve, c'est que ce qui me rend fou, c'est que tu vois, par exemple, quand imaginons, t'as l'arbitre qui va voir la VAR. Ouais. C'est l'arbitre de lui-même qui lui dise bon, c'est compliqué, c'est à toi d'aller voir. On se rend compte qu'au final, quand il va voir, ça ne dure pas plus de 30 secondes. Non. À chaque fois, il va voir. Et donc, peut-être qu'il faudrait qu'il dise bon, là, rapidement, il y a un doute, va voir. Et lui, directement, il voit à peine en 30 secondes, il voit les images, il sait. Donc, peut-être essayer de solliciter l'arbitre plutôt qu'au lieu de. Ils analysent machin, est-ce qu'on lui dit que machin, que machin. Et après, au bout lui envoyer les rushs directement et c'est lui qui arbitre. Parce qu'au bout de 3 minutes, là, il fait bon, c'est bizarre, c'est litigieux, va voir. Et au final, lui, en 10 secondes, 15 secondes, c'est plié, il a sa décision, souvent, et il part. C'est une comédie à chaque fois, ce genre de choses. C'était nos coups de gueule, ils ont duré largement plus que 2 minutes 30, mais la VAR, la règle du hors-jeu et la Juventus sont nos flops. Un très grand merci à toi, Kylian. Avec plaisir. On va passer au basket. Mamcher est arrivé dans le Money Time, très très clutch là-dessus. Je te laisse l'équiper, Kylian. Et on va du coup faire un nouveau buzzer beater à 3. Je l'aime quand on fait à 3 ce jeu, parce que finalement les conversations sont intéressantes. Et puis ensuite on aura notre joueur de la semaine. On verra s'il y a des surprises. On va laisser l'ami Gauthier en régie équiper Mamcher et emporter la caméra pour ce petit buzzer beater. Si vous êtes nouveau, vu que vous êtes assez nombreux ce soir, je vous explique ce que c'est le buzzer beater. Le buzzer beater, c'est un shoot. On va tous les 3 prendre un shoot. Celui qui met le ballon dans le petit panier que vous allez voir juste derrière gagne. Et ensuite, ça va nous permettre de tirer au sort et de gagner un bonus. Tirage au sort d'un sujet que l'on ne connaît pas et on aura 12 minutes le temps d'un carton. Allez. Je suis Ouf. Ok. C'est bon. Tac. Oh là là. Comme le Milan. 3, j'en essaye un 4e et ensuite je vous laisserai. Ok, 4. clutch. Moi, ça mordait, je veux pas dire, mais. Ouf. Ouais, c'était pas loin. Ah, là, tu sens qu'il y a le petit geste. Ouais, vraiment. 3. Bon, c'est pas grave. C'est loupé pour Ça pourrait. Mamcher. Allez, first shot. J'avais la plante qui me gênait là. Jason Tatum. La brique. Oh là. C'était plus Ben Simmons là. C'est plutôt Westbrook. Oh là là. Oh là là. Mets du respect sur Russell s'il te plaît. Ok. Et 4, bon, égalité. allez. Mort subite. Ensuite, vas-y. Un chacun. Ouais. Oh. In and Il a out. failli finir ça Malheureusement. rapidement. Putain. Vous inquiétez pas, c'est pas long, on est bon, mais c'est juste que là, on fait semblant. C'est ça. Oh, c'est fou. Ça va durer 25 minutes. Non.
Au pire, si tu veux, on s'approche d'un pas. Allez, Sinon, on fait C'est un pas parce concours qu'on est de nul, dunk, c'est parce sinon, on fait un concours que de c'est dunk. pour. Un dunk chacun et on juge. c'est bon. Ok. Oh, je... Allez, Ah, c'est moi, pour toi. Oh, C'est ça pour me Gaëtan. parle. Donc Gaëtan gagne le bonus de 24 secondes. 12 minutes à l'écran, ça s'affiche. Dans le chat, qu'est-ce qu'on nous dit? Certains ont des... Non, c'est toujours la même chose. Vous Ok. faites aux images, hein. On s'est bien shooté, c'est juste que là, on n'était pas Quel est Voilà. le sujet du jour? Gaëtan, je te laisse tirer le Oh, on est sujet. à Hampshire. Allez, Hampshire, ça faisait C'est longtemps. toi qui as gagné le... C'est toi qui as gagné. Ah, donc je peux? Ouais, Tu bien tires sûr. et tu as tes 24 secondes derrière que tu peux utiliser à n'importe quel moment. Des 12 minutes. Quels sont les 3 meilleurs pivots depuis 10 ans? Depuis 10 ans. Les 3 meilleurs Depuis pivots. 2013 donc. Ouais. Ouais, je sais pas, je vais pas être précis comme Alors. ça, mais. Les 3 meilleurs pivots Sinon- depuis 10 ans. Sinon on dit des années 2010 quoi. Ouais, c'est ça, 2010 jusqu'à aujourd'hui, ouais, c'est à ça. peu près. Ok, ok. Ok. Timmy. Non, il est... Timmy, il est... On il est a... pivot, Est-ce ou qu'on il a est- un stylo en régie? Merci. Ouh, Spider-Man. Spider-Man, exactement. Déjà, on va dire ceux d'aujourd'hui. Jokic, Voilà. double MVP. Embiid. 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 Alors, Giannis. ensuite, on a. Quoi? Giannis. Non, Yannis, c'est pas pivot. Je mets pas pivot. Non. T'as Dwight Howard. Est-ce que déjà en Dwight Howard, 2010. clairement. Dwight Clairement, Howard, hein. Dwight Howard Orlando, clairement. Dwight. Mais bon, Tim Duncan. Et il est fort, Tim Duncan. Pivot aussi. Hein. Ouais. Ouais, il peut jouer centre tranquille. Iguodala. Iguodala, non, il est pas pivot. Iguodala, Non, si. il est lié à Iguodala. 4 ou 3, ouais. Ouais. Les pivots qui Il ont y a gagné des trophées. Dirk. Dirk. Pareil, il y est fort, hein, Dirk. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il peut jouer 5 aussi. Mais c'est vrai que. Ceux qui sont allés assez loin dans des playoffs, on a DeAndre Ayton, on a Bam Adebayo qui a fait finale de conférence avec Miami. Dans les récents champions, on a des pivots chez Golden State, mais c'est pas forcément ouais, les plus grands pivots de ces 10 dernières années, hein, pour le coup. clairement pas. Si on remonte On un a peu, Capella, qui est un joueur qui a toujours été. Il n'a jamais été au max, ouais, mais il est constant et il a toujours été bon, quoi. Il a toujours fait son taf. dans les OKC, etc., pareil, c'était pas. Il y a eu. Ibaka, hein, mais bon. Ibaka, bon, peut-être qu'il va pas être top 3, quoi. Il va Non. être peut-être top 10, mais pas top 3. On en oublie un qui quand même peut rentrer dans la conversation, c'est le forain là. Le forain des Bucks, mince, j'oublie le nom, là, un des deux jumeaux. Des C'est- Bucks. Ah, Lopez. Oui, Lopez, Ah, Brook oui, Lopez. clairement, Brook. Ouais, clairement. Brolo. Après DeAndre Jordan, avec les Clippers. Oui, DeAndre Jordan. J'avais qui? DeAndre Jordan. L'équipe qui gagne les. Gasol, il est fort. Ouais, Pau Gasol et pivot par contre. Pau Marc Gasol, Gasol c'est ça, était. Pau Gasol, il était pivot? Pau Gasol, il a Gasol, joué il- pivot. Hein. Pau Gasol, il est top 3. Il a été ailier fort, ouais, Pau Gasol, ça rentre dedans. Alors moi je le mets en mention honorable, mais parce qu'il gagne 2 titres avec le hit de LeBron. Mais il y a Bosh. Birdman, là, Chris Anderson, il y a Bosh Ouais, aussi. Bosh, hein. mais en fait, je pense que le top 3, on l'a là. Mais Bosh, ailier Honnêtement. fort, pivot, ouais, c'était pivot, je crois, sur la fin. Jokic, C'est vrai que Embiid, Bosh- ouais, Bosh, est-ce c'est qu'on pivot, fait pas de gros oublis là? On n'oublie pas le pivot des Raptors quand ça gagne, on n'oublie pas, même actuellement, est-ce qu'il y a des gros pivots qui sont dans la lignée des Jokic Embiid ou on descend tout de suite Actuellement, là, non. Non. Dans la course au Non, je MVP, pense que- c'est des ailiers forts, c'est des ailiers, mais je pense qu'on n'oublie pas. Il y a Adebayo à la limite, mais qu'on peut citer en mention honorable, qui est un très bon pivot de ces années, mais pas multiple All-Star. Dans le chat, on nous dit O'Neal. Shaquille O'Neal, c'était avant. Ouais, c'était quand même C'était plus avant. tôt, hein, C'était dans avant, les c'était années pas dans les 2010, 10 dans les- 2010, ouais. il était pas dans les meilleurs Non. pivots des années 2010. C'est sûr. On reste là-dessus, ça nous fait Ouais. déjà une belle liste. Jokic, c'est top 3 obligatoire ou pour vous Franchement, un double MVP qui est. ouais, c'est vrai que. c'est Non, vrai moi, que Jokic, c'est- c'est- Tu le mets, Jokic. Ouais, je pense que Jokic. Mais je mets pas Embiid. Je mets pas un bid Non, non plus. Embiid, non. Mais moi, je vais te dire Tim, c'est sûr. Mais alors, moi, Tim, j'ai du mal dans le sens où je le vois vraiment comme un ailier fort. Ah ouais? Tim Duncan, c'est le meilleur ailier c'est fort. Kawhi.
de l'histoire du basket. Ouais, Mais pour moi, c'est un ailier fort, tu vois. Donc, Bah, raye-le. là. ouais, je le raye. Tim Duncan, c'est pas dans la conversation, je pense. On se trompe de conversation. Euh, Bosch, Pogazol, on a quand même Dwight Howard. Bosch et Pogazol, franchement, j'aurais du mal à les enlever de là. Parce que Et franchement, sur la régularité, Brook Lopez, ça reste quand même une très grande valeur sûre aussi de ces 10 dernières années au poste de pivot. Est-ce que c'est un top 3 pivot des 10 dernières années maintenant, Brook Lopez? On a encore un peu de temps. À tout moment, tu peux dégoter ta card. top 3, je pense pas. Non, hein. Non, c'est un Je bon vais être sûr lieutenant, qu'on ait un bon oublié lieutenant, personne. Mais sachant qu'on a Gasol qui a quand même fait une carrière incroyable, légendaire Hall of Famer. On tout nous ça. demande dans le chat, vu qu'on a un peu de temps, on peut répondre à ces questions-là en même temps. O'Neal serait bon à l'heure actuelle en NBA où le niveau a beaucoup trop monté? O'Neal, mais n'importe quoi. O'Neal, il écrase tout le monde, quoi qu'il arrive. Ça- C'est un monstre. C'est un Zion, mètres. Yanis. Ouais. Dans cette veine-là. 2m16, Au contraire, il serait 150 peut-être kilos. meilleur. Ouais. 2m16, Notamment 150 dans une- kilos, il n'y a toujours pas ces standards NBA. Ouais, il serait peut-être meilleur dans Ouais, une c'est NBA ça. où la défense est compliquée, ça favorise l'attaque. Donc, Sachant qu'avec un physique comme ça, c'était un joueur tellement athlétique, O'Neal, qui faisait des coast-to-coast en 4 dribbles. Ouais, c'était. Incroyable, c'est On n'importe n'a pas mis non plus Joachim Noah, mais est-ce que Rudy Gobert aussi, un Rudy triple Gobert défenseur de aussi, l'année? ouais. Ça Bon, se Joachim note. Noah, Joachim Noah, peut-être pas sur mention la. honorable, on va dire, il Ouais. fait plaisir. Rudy Gobert, 3 fois Rudy défenseur de Gobert, l'année, ouais, ça se cite quand même. Il peut être cité, ouais. C'est un top 10, je pense, Rudy Gobert dans cette oui, moi aussi, discussion. pour exemple. On a Jokic. Est-ce que Dwight, ça rentre dans un top 3? Parce que Ouais, sur la, je dirais- sur la décennie, il a Bien sûr. c'est les 2 premières saisons Moi, je de dirais pas. cette décennie. Non, moi, je suis pas sûr non plus. Non, pas top 3, je pense qu'il peut être dans la discussion top 5. Moi, j'ai déjà mon top 3. Alors, qui as-tu? Vas-y, comment ça commence à mettre de la hiérarchie. Gasol, Bosch, Jokic. Moi aussi. Dans le même ordre? Dans le même Pogazol, ordre. Bosch, Dans le même ordre. Jokic. Je sais pas si dans le même ordre. Non, je mettrais Jokic avant. Non, Jokic, il a pas montré assez. Mais je trouve qu'il a pas montré du tout, vraiment pas assez du tout Ouais, en ça, playoff, il a tu pas vois. montré, ouais, c'est ça. Genre, en saison régulière, on peut dire tout ce qu'on veut, il était excellent, mais en playoff, on dit, genre, t'as des trucs, des images de eux qui en playoff, tu fais bon, mais Ouais, non. c'est clair, c'est clair. Donc, Moi, je mets Jokic en 1. En 1? ah ouais? Non. Toi, tu mets Gasol en 1? Tu peux pas, à ce stade de sa carrière, tu peux pas l'avoir déjà en 1. T'imagines? Vraiment, Trois. il y a des Alors, titres. lequel de tout cela a fait une saison en triple-double de moyenne? Comme Mais- Jokic va le faire deux années d'affilée. Jokic, Non. c'est un meilleur passeur que Gasol, que Bosch. C'est Ouais, un mais- meilleur ouais, mais- marqueur que Gasol, que Bosch. Non. Il a des pourcentages que Bosch et Gasol n'ont jamais Oui, atteint en carrière. mais Bosch et Gasol, c'était pas trop le. C'était pas leur. l'époque déjà. Non. C'était pas l'époque des pivots Non. qui jouent à l'extérieur. C'était pas leur Bosch- rôle. C'est Bosch qui a amené les pivots qui sont à l'extérieur. Et Bosch et Gasol, c'était pas les franchise players. Voilà, de c'était leur pas leur équipe. rôle dans leur Ah, c'était équipe. pas des franchises, je suis Ouais, d'accord. C'était pas les franchise players. Toi, tu dis Gasol en 1, Ouais, Bosch en 2 ouais, et Jokic en 3. ouais. Toi, tu dis Parce que la même chose. la même chose. Sachant que la NBA, il y a les stats, tout ça, mais la NBA, c'est à propos de gagner Des titres. Des titres. quoi. C'est à propos des bagues. Tu pourrais écouter tous les grands. La NBA, c'est à Et propos Gasol, des il a bagues. été combien de fois Gasol All-Star, et Bosch, c'est c'est- les All-Stars et c'est les bagues. Hein. Jokic, quand il aura des bagues, il aura. Surtout il aura que- peut-être mais sa en place vrai, en premier, Jokic, hein. il les aura les Jokic, bagues. Jokic, Il j'aurais aura peut-être pu sa- le c'est pas monter. sûr, hein. J'aurais pu le monter si, à la limite, il avait fait vraiment quelque chose de fou en playoff. Il a rien Ouais, c'est ça, montré. c'est ça. Et c'est pas à cause de lui. Hein. Ah ouais, c'est C'est, clairement moi, pas je à cause de parle, lui. c'est à cause de l'équipe. Plusieurs fois, c'était compliqué et tout. Et après, il est tombé contre des bonnes équipes. Mais franchement, il a rien montré. Moi, je suis d'accord. Est-ce que Gasol est le meilleur pivot de la décennie? Ça me fait quand même bizarre de le dire. Bah, Pour Bon, Gasol, Gasol, c'est combien de titres? Gasol, c'est 2. deux avec. C'est 2 avec Kobe. Ouais, c'est 2 avec Kobe, il me semble. Faut regarder. Mais regarde surtout Ça, s'il ça a, va, s'il a, combien de saisons il a de pivot Gasol? Il en a tant que ça? Moi, je mets moi, pour moi. Et après on va fusionner, on va voir où ça nous mène. J'ai aucun mal à dire que Jokic est le meilleur pivot. C'est le meilleur pivot qu'on ait vu lors de ces 10 dernières Mais années. c'est le meilleur pivot. Oui, Techniquement. mais oui, c'est ça. On peut dire que c'est le meilleur Techniquement, pivot qu'on ait vu. Ouais. C'est le meilleur techniquement. Mais Il est au niveau bluffant NBA, c'est ça. sur tous les points de jeu. Mais franchement, quand tu
tu regardes, il a été 2 fois MVP, tu peux dire tout ce que tu veux en saison régulière, mais le plus important en NBA, il faut pas se mentir, c'est les playoffs. Et en playoffs, c'est vide. Mais il a que 2 saisons. Il a que Bah 2 oui, mais c'est saisons. pour ça il que tu peut- peux pas le C'est mettre, pour ça qu'au tu peux bout pas de le deux mettre saisons, top. Après, c'est sûr que Mais par contre, sur bon, le jeu, pour te dire Un qu'il est double top. MVP. Mais Les si on autres parle de sont jeu, pas Ouais, c'est pour ça que MVP. tu peux dire que là, il est top Si on- 3, c'est si on- déjà. Il y a Ouais. des noms déjà, et le mettre top 3, c'est une Si dinguerie. on parle de jeu, tous les classements de NBA, ils sont faussés. Je veux dire que tu auras des Iverson qui seront dans les top 3 meilleurs joueurs de NBA. Non, mais. Si la question à la limite, c'était celui qu'on kiffe le plus, celui qui est le plus beau, le plus impressionnant. Oui, mais là, il faut quand même prendre vraiment beaucoup en compte le palmarès. Et ce qu'ont fait les deux dans leur carrière, ils ont fait une carrière complète. Jokic est beaucoup trop tôt, tu vois, encore. Moi je le mets. En vrai, je voulais essayer d'inclure un Embiid ou un DeAndre Jordan ou un Brook Lopez, mais j'arrive pas à sortir Bosh pour ces joueurs-là. J'arrive vraiment pas. Donc, je vous rejoins sur le top 3 Jokic, Gasol et Bosh. L'ordre, il nous reste 1 minute 50 pour le définir. Je crois que vous êtes 2 contre 1. Mais le fait que vous soyez 2 à mettre Jokic 3ème, moi Jokic 1, tu as toujours pas utilisé ta carte. En quoi, je vais te poser, je vais te mettre on the spot et tu vas me répondre en 24 secondes. Qu'est-ce qui fait que Bosh a été un joueur plus mémorable que Jokic sur ces 10 dernières années? Bah, sans mentir, moi j'ai pas trop suivi de fou, tu sais, je suis un peu de ce qui s'est passé et tout, mais à cette époque-là, je suivais pas encore la NBA. Mais Bosh, c'est je crois 2 titres avec Miami. Avec Miami, c'est une équipe, une putain de grosse équipe avec LeBron. Et c'était pas un franchise player. Et il était là, il jouait son rôle à la perfection. Et quand ils avaient cette équipe, pour moi, c'était une équipe mais ultra solide. Et c'est aussi du fait que Chris Bosh faisait son taf de pivot, mais à la perfection. Si Chris Bosh n'était pas là, je suis pas sûr qu'ils auraient gagné les 2 titres. Et voilà, donc le poids qui pesait sur cette équipe, certes, c'était pas le Jokic, le Jokic qui est élégant, qui a la passe, qui est machin et tout, mais si, en plus, parce que Bosh. ouais, mais pas autant, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est clair, c'est pas Sur ces 10 dernières années, les moyennes de Bosh, parce que si on prend la question, les 10 dernières années, c'est 16 points de moyenne, 21 points de moyenne, 19 points de moyenne. Faut compter ces dernières années où il faisait rien, quoi, comme c'était un ancien, quoi. Ouais, Bosh, c'est ça, c'est que sur les 10 quand la question c'est quels sont les meilleurs pivots de ces 10 dernières années, si on prend un peu les années 2010, Bosh, c'est surtout son prime, c'est de 2005 à 2010. 2014 même, non À 2010. Non, parce qu'il y a vraiment un effondrement de ses stats quand il arrive au hit et qu'il se met au. Oui, mais parce que Parce qu'elle est parce loin. qu'à Toronto, c'était le franchise C'était le player franchise, depuis ouais. qu'il était rookie. Il est arrivé à Miami, il devait se partager les points avec LeBron et Gling, 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 gling. Vas-y, Attends, termine. juste en mort. Même Chalamon, on a raison. Je peux pas. Juste par rapport à ta vas-y. question que tu lui as posée, Ouais. qui est le plus mémorable entre Bosh et Jokic, Ouais, je pense qu'il suffit de demander dans la rue. Peut-être que dans 10 ans, Jokic il sera 100 fois plus connu ouais. Bien sûr. que Bosh et il aura beaucoup plus marqué la NBA. Mais au jour d'aujourd'hui, Bosh, son empreinte dans la NBA, elle est beaucoup plus marquante que Jokic. Et c'est un beaucoup plus grand pivot que Jokic. Historiquement, c'est lui qui a ramené le jeu des pivots qu'on connaît aujourd'hui avec le tir à 3 points, le jeu extérieur et tout ça. Bon, selon mes amis Gaëtan et Mamcher, Bosh et Gasol ont encore de l'avance sur Jokic. C'est ça. Peut-être que quand on fera ce genre de débat dans quelques années, Jokic aura pris l'ascendant, mais pour l'instant, Gasol, Bosh, dans cet ordre-là, hein, Gasol en 1, Bosh en 2 et Jokic sont les 3 pivots les plus générationnels de ces 10 dernières années, les 3 plus grands pivots. Merci pour ce petit débat, encore un débat fort intéressant, même si vous avez très vite enterré la discussion par un accord mutuel, messieurs. On est désolé, c'était pas prévu. Nous allons passer aux joueurs de la semaine et ensuite nous parlerons un petit peu de Novak Djokovic, des Bleus en handball et bien sûr de rugby. Messieurs, quels sont les joueurs de la semaine à l'est et à l'ouest? Vos tablettes s'il vous plaît. Là, elles sont sur la table. Ici. Je te crée, merci. C'était Alors. compliqué, franchement j'ai hésité. De fou. Donc, À l'ouest. J'ai mis qui déjà? Ah oui. Ok.
Prêt, c'est bon? Je suis Ah, moi, je sais pas comment ça Alors moi s'écrit. j'ai les notes pour pas qu'on se dise Guillaume il copie sur ses copains. I2L, regardez. J'ai failli. Franchement, j'ai hésité. Je pense. Est-ce qu'on est sur un triple accord? J'ai pas eu de soucis à l'Est. À l'Ouest, il y a eu débat, mais il y a quand même un joueur qui s'est particulièrement illustré. On est sur J'ai pas comme vous. Moi, Lillard, j'ai hésité, mais j'ai préféré Edwards. Ant-Man. Eh bien, on a hésité. Moi, j'ai hésité. T'as hésité aussi avec Ant-Man. Ouais. Donc, il a 3 victoires. Yanis, c'est tous les trois, nous sommes d'accord sur Yanis Antetokounmpo. Côté Ouest, nous sommes d'accord sur Damian Lillard, 2 victoires, 1 défaite. Et Anthony Edwards qui a été monstrueux avec les Wolves cette semaine avec 3 victoires pour 1 seule défaite. Pourquoi? On va commencer par lui. Pourquoi tu as choisi Anthony Edwards? D'abord, j'avais pris Lillard. Mais au final, j'ai retourné ma veste parce que je me suis dit que Edwards, il était avec 3 victoires, 1 défaite. Qui remonte au classement. C'est ça, qui remonte au classement, qu'il a fait des gros matchs. Mm. Un seul match en dessous de 30 points. Mm. Sachant qu'il n'est pas dans une saison où il est forcément très régulier. Ouais. Pareil pour son équipe. Donc, je sais pas. Je me suis dit, Anthony, j'ai pris le pari, j'ai fait le hot take, comme on dit. Nous, on est parti sur Lillard. Lillard qui a mis une performance historique, 4e fois de sa carrière qui passe la barre des 60 points. C'est ce qu'il a fait cette semaine. Il a mis aussi un match à 37 et l'autre à 30, je crois. Ça lui fait une moyenne complètement folle. Ouais, Pour toi, ça va suffire? Ouais, je pense que tous les deux, tu sais, on a hésité sur, du coup, avec Edwards. Ouais. Mais en fait, les 60 points, moi, si je suis un peu aussi la NBA, les grosses performances cette année Ouais, c'est clair. comptent beaucoup. Et je pense que c'est ce que tu t'es dit aussi, Guillaume. Mm. Les grosses performances comptent beaucoup, beaucoup. Ouais, les très très grosses, ouais. Voilà, et du coup, le 60 points, et en plus, il y a la stat qui va avec. 4e fois qu'il fait. Il égale des joueurs comme. Bon, je sais plus, mais. Je sais plus qui c'est qu'il égale. Qui- Mais, Ouais, je sais plus qui fait 4 matchs à 60 points. Peut-être Jordan. Ouais. Ouais, même si, peut-être même moins Jordan. Hein. Ah si, je me demande, Jordan ou. En tout cas, Kobe c'est ou fou, Kobe, ouais. ouais, Kobe, il en a au moins 4. Ouais, et du coup, c'est une grosse stat. Et après, il fait des matchs, du coup, tout le temps. Après ces 2 autres matchs, il y a plus de 30 points. Il est en 2-1. Mm. Donc 2 victoires, 1 défaite. Et ce qui, franchement, il est sur une très bonne série. Du coup, je privilégie Lillard. Très bien. En plus, surtout, il a un pourcentage Ouais. sur le match Mm. qui est juste incroyable. Je crois qu'il est à. Il shoot à 21 sur 29, Ouais. je crois. Une dinguerie. Mm. En sachant qu'il fait 9 sur 15 à 3 points. Ouais. Et ouais, dans la peinture à 2 points, c'était un carnage. Je sais pas, son pourcentage était phénoménal. Je te rejoins du coup moi sur Damian Lillard, même si j'ai hésité avec Ant-Man. À l'Est, on est tous les trois d'accord sur Yanis Antetokounmpo. 4 victoires, 0 défaite pour le Greek Freak. Il est monté en puissance tout au long de la semaine. Il commence par un joli 29-12. Il continue avec un énorme 33-14. C'est celui-là qui plante sur la tronche de. Non, c'est celui d'après, je crois. 41-12. Ah non, je confonds avec Embiid, pardon. Je parlais du match exceptionnel de Embiid contre Jokic. Mais Embiid qui ne rentre pas dans la conversation, même si il a fait 2 victoires en 2 matchs, Joel Embiid. Mais avec les 4 victoires de Yanis, avec 29, 33 points, 41 points et 50 points, c'est le grec qui l'emporte. Ah, mais lui, je sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai eu l'impression, Ouais. il a été élu capitaine d'une équipe All-Star, Ouais. et là, bam, il a tout explosé. Ouais. Mais surtout que Ça l'a libéré. C'est bam. qui le patron? Ah ouais, franchement, hier il te colle un 50 points, Ouais. avec à la fin le petit 3 points pour faire les 50. Franchement, il a fait un match incroyable. Et ouais, j'ai l'impression qu'il a. Bon, après, il était un peu en dessous ces derniers temps. Et là, du coup, il est nominé au All-Star Game en tant que titulaire et capitaine d'une équipe. Ouais. J'ai l'impression que ça l'a libéré. Et là, il te colle 4 matchs incroyables. Donc, pour moi, il est au-dessus cette semaine. ouais, moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec cette semaine de Yanis, c'est que là, il revient, je crois, de 2 semaines sans jouer, presque. Et que si tu regardes, il fait 29, 33, 41, 50. Ouais. Tu vois que tout au long de la semaine, il explose. Et ouais, vraiment, c'est un joueur incroyable. Il fait plaisir à regarder. Et
c'est un monstre, quoi. On vous donnera les résultats ce soir ou demain quand ils sortent comme d'habitude dans story de nos réseaux sociaux. Ça va être difficile pour Mamcher, il peut prendre un point sur nous deux. Il peut, parce que je pense que Yanis il pourra pas faire de prendre de l'avance dessus, mais peut-être que Ant-Man sera le joueur de la semaine à l'Ouest. Merci à tous les deux, messieurs. On va passer maintenant. Non, tu restes avec moi juste sur Novak Djokovic qui a gagné l'US Open. Pas l'US Open, c'est l'Open d'Australie, pardon. Ouais, non, juste un petit mot. Ma chère s'en va. Vas-y, ma chère. Un petit mot sur Novak Djokovic. Donc, moi, déjà, grand fan de Djokovic. Il gagne son 22e titre du Grand Chelem, 10e Open d'Australie. Ouais. C'est phénoménal ce qu'il réalise à 35 ans. Il bat encore des jeunes, il est toujours présent. Faut surtout pas le banaliser ce qu'il est en train de faire à son âge. C'est exceptionnel, il était un peu blessé à la cuisse. Bon, ça, info intox, ça va pas dire. Et il gagne du coup de Tsitsipas, qui faisait un gros tournoi jusque-là. Il avait éliminé peut-être les favoris. Et du coup, Tsitsipas était quand même. Enfin, on présentait Djoko parce qu'il était juste incroyable sur ce tournoi. Il a écrasé toute la concurrence, que ce soit en quart contre Demi-Nord, en demi face à. Demi, j'ai plus le nom. En demi, il a écrasé. Je pourrais pas t'aider. Ah, mais c'était un Paul, je sais plus, ou Thompson. Enfin, c'était un Américain. Il a écrasé et du coup, il gagne sur le score de 6-3, 7-6, 7-6. Très solide, même si Tsitsipas avait des occasions dans le deuxième set de prendre cette manche. Et Djoko, au mental, dans les points importants, c'est là où tu reconnais pour moi un grand joueur. C'est dans les points importants, il serre le jeu, il recommence à avoir de la longueur dans ses balles et il ne fait pas de faute. Parce que Tsitsipas a craqué mentalement, c'est ce qui lui fait défaut. Et il a commencé à déjouer sur son coup droit, sur son revers. Et Djoko qui avait une longueur de balle, moi j'ai trouvé impressionnante encore. Un retour qui est… Djoko, de toute façon, il faut toujours essayer de lui… Djoko fait toujours jouer une balle de plus à son adversaire. C'est-à-dire que même s'il est dépassé, il va te sortir comme ça, il va la remettre sur le terrain. Et même si après c'est facile, il faut quand même la mettre. Il peut faire l'erreur. Et du coup, déjà, ça va être très important pour Roland Garros. Parce que Nadal, 22 Grand Chelem, Djoko, 22 Grand Chelem. Donc ça peut mettre un petit enjeu. Djoko est repassé du coup numéro 1 mondial. Donc ça va être ça, je ne sais plus combien de semaine numéro 1 mondial. Donc la performance qu'il fait est incroyable. Et le débat du GOAT au tennis, pour ceux qui suivent, est relancé. Très bien. Merci Gaëtan pour ces précisions sur le tennis. Salut. On accueille la team rugby. Avec Gauthier pendant que l'ami Erwan se prépare. Gauthier, tu vas nous parler un peu du handball quand même. Bah oui, parce que je suis là pour parler du rugby. Bonsoir. Bonsoir, évidemment. Tu me dis pas bonsoir aussi, tu me lances direct dans le bain. Là. Bonsoir et bonsoir à El Ramon et à ceux qui arrivent à Hulgot. Tu as des cœurs de la part de El Ramon. Bonsoir, merci d'être là, merci à tous. Oui, je vais vous parler un petit peu de handball parce qu'il y avait la Coupe du Monde et puis nos Français étaient quand même en finale de cette Coupe du Monde. Et le Classico, France-Danemark, une fois de plus, deux équipes ultra solides avec d'un côté le Danemark qui s'est appuyé sur des puissances comme Hansen, qui sont des grands joueurs en fait de cette équipe du Danemark, mais aussi des petits jeunes qui ont été super forts. Et là où les Français avaient fait une prestation quand même, une très bonne prestation, on va dire, tout au long de ce mondial, ils ont heurté une équipe du Danemark qui était beaucoup trop forte. Ils ont laissé aucune chance. Le Danemark qui a eu sans cesse et pendant tout le match 3 buts d'avance. On y a cru jusqu'au bout parce que l'écart ne s'est jamais agrandi au-dessus de 4 buts, je crois. Mais finalement, le Danemark était trop fort et voilà. On a une défense française qui s'est trouée en fait. Il y avait trop peu d'agressivité. J'ai trouvé qu'on montait pas assez vite sur les joueurs et notre trio d'attaque a été moins efficace que le leur. Et malheureusement, j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux assassiner un petit peu nos gardiens, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas eu des grosses stats, mais malheureusement, en fait, quand on voit les tirs qui étaient laissés disponibles au Danemark, c'est très difficile d'arrêter derrière. Alors c'est sûr, on avait l'habitude d'un grand tiré au meilleur, ou même d'un grand
putain, j'ai oublié son nom. Celui qui était là encore Celui là qui était là, le gardien, là, j'ai un trou. Gérard Non, c'est pas Gérard. moi. Je sais pas son nom. Je Moi non sais plus. J'ai un trou de mémoire. Et ça me reviendra en plein milieu du rugby, je vous sortirai un nom et ce sera lui. Et malheureusement, on est habitué en fait à ces grands gardiens qui font des fulgurances, qui font des 1v9 limite pendant des matchs avec des gros 30% d'arrêt, etc. Là, malheureusement, c'était en deçà de ces solutions, enfin de ces statistiques. Et ils ont quand même fait un grand match. Et donc, c'est le Danemark qui est champion du monde. Très bien. Qui est champion du monde cette année. On verra si la France rebondit, notamment lors des Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris. Le rendez-vous est pris en effet. Voilà, exactement. On accueille Erwan aussi sur notre plateau. Vous le connaissez sans le connaître, puisque c'est notre fabuleux régisseur. C'est l'homme de l'ombre. Mais il a remplacé Declan sur le canapé ce soir. Voilà, vous ne verrez pas le superbe dégradé de Declan parce qu'il n'a pas bossé son émission, donc il reste au cachot. On a ressorti Erwan. Comment tu vas, Erwan? Moi, ça va, tranquille. Tranquille. Ouais. On va parler de rugby avec vous, messieurs. Et après 2 semaines de Coupe d'Europe, la reprise du top 14, on l'a dit, cette première partie, en tout cas ce premier chapitre, les équipes qui portent du bleu et du blanc sont en réussite ce week-end. Qu'est-ce que ça veut dire, Gauthier? Et pourquoi les bleus et blancs? Parce qu'on a eu 3 équipes qui jouent en bleu et blanc, qui ont fait des grosses performances ce week-end. À commencer par le Racing 92, c'était le match, si ce n'est pas le plus beau match qu'on a eu depuis le début de cette saison. On a eu Racing 92 contre La Rochelle et mon Dieu, quelle performance! Ça a donné quoi? Le plus gros choc du week-end. Ouais. 39-36, donc un match assez serré entre les deux. Ouais. Ils se rendent des coup pour coup et c'est le Racing qui a gagné. Ouais, le Racing qu'on a vu très entreprenant, La Rochelle qu'on sait en fait ultra performant, qui a une force de frappe et une force de défense. Et ce Racing 92 qu'on savait fort, mais un peu en demi-teinte des fois. Et là, ils ont été très solides et ils ont su aller déjouer en fait ces plans de La Rochelle. Moi, j'ai trouvé ce match vraiment très impressionnant. On a eu un Finn Russell, mais qui était absolument en feu. J'ai trop hâte de le voir en tournoi à destination, même si ça va être moins explosif. Mais ce joueur est juste trop fort. Il a fait des passes, mais qui étaient laser. Il a fait des jeux au pied, mais qui étaient monstrueux. Il met 24 points, 493 mètres gagnés au pied. J'ai regardé les stats. 2 passes décisives sur les... c'est lui la dernière passe décisive sur les essais. Enfin, le joueur a tellement d'années d'expérience et il me surprend encore. Le bleu et blanc sourit aussi à qui? À Castres. Ouais, Castres face à l'UBB. Castres qui gagne contre l'UBB. Ouais, l'UBB a notre grand désarroi de tous les deux. L'UBB qui... Ils sont dominants au début de partie. Je retrouve juste... Je te laisse chercher. Ouais. Mais il me semble bien qu'il y avait 12-0 à 24 minutes. À 18 minutes. Ils dominaient 12-0 et après, à la mi-temps, ils se sont fait comeback 17 à 12 à mi-temps et ça s'est conclu à 23-18 pour les Castrés. Bah ouais. Il faut se poser des questions ou pas du côté de l'UBB après les revers subis en Coupe d'Europe? Va falloir vite se remettre dans le bain. Ouais, évidemment, il faut se poser des questions parce que va pas falloir traîner trop. Heureusement, on a des équipes qui sont bien moins bonnes que ça. Je pense notamment à Brive, qui sont des équipes en fait qui performent vachement moins bien. Et heureusement pour l'UBB, parce que l'UBB, c'est pas beau à voir en ce moment. Ouais, c'est pas ça, on n'y est pas. La troisième équipe en bleu et blanc, il s'agit de Bayonne qui a gagné. Bayonne qui a gagné contre Brive, justement, l'équipe. Et Bayonne qui surprend Bayonne, le promu des deux. Qui est combien top 6 et ils sont 6e du top 14, si je dis pas de conneries, ou 5e. 5e. Et ils ont même été 3e un moment dans le week-end parce que Toulouse n'avait pas encore joué, etc. Enfin, il y a des matchs qui n'étaient pas encore joués. C'est la belle story de cette année. Ah ouais. Avec un Camille Lopez quand même. Camille Lopez, comme on le dit tous les lundis soirs à 18h30, si vous êtes des habitués, mais c'est vrai, qui fait des matchs absolument exceptionnels. Et en plus, je regardais et je me disais, mais ils ont dû faire un recrutement XXL. Et en fait, non, ils ont gardé des joueurs qu'ils avaient déjà en Division 2. Et on a du coup cette belle équipe, cette équipe qui a du cœur, qui a du corps, qui en veut, qui gagne contre Brive, c'est pas forcément la meilleure. Brive qui sont avant-dernier quoi quand même. Mais ouais, qui nous sortent encore un match. Ils nous sortent un match avec un bonus offensif en plus à la clé et qui sont à 8 sur 8 à domicile. Que des victoires. C'est la seule équipe qui est invaincue à domicile. Alors il y en a
2 autres aussi qui sont vaincus à domicile. Mais ils ont fait 2 matchs nuls. Je ne me rappelle plus. C'est Toulouse. Ah oui, Toulouse, grosse équipe quand même. Toulouse. Et la troisième, je crois que c'est La Rochelle, qui n'a pas perdu à domicile. La Rochelle. Je ne parierai pas, mais... Non, moi j'ai juste les résultats de ce week-end. Avant de parler. Enfin bref, la seule personne a vaincu du coup. Avant de parler de Perpignan, est-ce qu'il y avait d'autres matchs sur lesquels vous voulez revenir? Non, c'est ça, c'est Perpignan. Ouais, c'est Perpignan. Après Perpignan, c'est la grande surprise du week-end. C'est une upset du week-end, quoi, on peut dire. Tout à fait. Contre qui? Ils sont contre le Stade Français qui sont 2e actuellement. Voilà. Donc c'est quand même Perpignan dernier contre le 2e. Ouais. Donc c'est... Bon, je pense Et il gagne 31-24 avec le bonus offensif en plus pour Perpignan. Perpignan qui en plus met un gros bâton dans les roues du Stade Français, parce que le Stade Français aurait pu aller chercher la première place à la fin de cette journée du top 14. Et malheureusement, ça ne réussit pas à ces stadistes. Mais j'étais très surpris parce que Perpignan, dernier du top 14, on les a vu gagner très peu de matchs. Et au final, ils ont fait un match très propre. C'était pas un mauvais match du Stade Français, c'est un très très beau match de Perpignan. Ils sont combien, Perpignan Dernier. 14e. Mais très loin de. Ils sont à 3 points du une grande performance comme ça, vous qui avez un peu joué au rugby et qui avez un peu la connaissance du top 14, est-ce que ça peut changer une saison ou c'est compliqué? Non, ça peut lancer une dynamique et se dire, les gars, totalement. On a gagné ce fameux match, les autres équipes vont perdre leurs meilleurs joueurs sur le 6 Nations. Est-ce que c'est pas l'occasion de montrer à tout le monde ce qu'on veut vraiment en allant gagner à 15 contre 15 face au deuxième? Si, totalement. C'est le coup d'électrochoc que recherchent un peu toutes les équipes. Des matchs références comme ça sur lesquels tu peux t'appuyer, sur lesquels tu peux forger ta saison, forger un petit peu cette dynamique d'équipe. Et c'est exactement ce qu'il fallait pour Perpignan. Et du coup, c'est des équipes comme Pau ou comme Clermont qui vont devoir du coup faire attention, parce que Pau et Clermont sont respectivement 12e et 11e de ce top 14. Donc c'est eux qui vont devoir faire gaffe. Brive, ils sont déjà sur la sellette. Mais je pense que Pau et Clermont, c'est pas du tout leurs objectifs. Après Clermont. Oui. Bon, clairement, il y a quelqu'un qui est arrivé, on sait qui c'est. Voilà, clairement, il y a Christophe Furios qui est arrivé. C'est ce week-end. Il a fait son premier match ce week-end. C'est le premier match. Ils ont perdu. Ils ont perdu, mais après, il rentrait d'Afrique du Sud, les Clermontois, et il a eu 4 jours pour les entraîner, quoi. Donc, c'est pas encore significatif. Et il a déjà un peu gueulé, il a déjà fait parler de lui un petit peu, à la Urios, quoi. Mais voilà, c'est un petit peu pour en rester là. Pour cette performance. Pour le top 14, il y aura la nouvelle journée du championnat, la 17e journée la semaine prochaine. Tout à fait. Il y aura un très beau Toulouse-Bayonne, du coup. L'équipe la plus sexy du championnat, Toulouse, qui recevra l'équipe ce qui fait sensation. Donc vraiment un match à ne pas louper, ce sera le samedi à 15h. On en reparlera également dans Ketchup Mayo, mais si vous devez cocher un match de rugby à regarder ce week-end, c'est ce Toulouse-Bayonne. Ou potentiellement le match de dimanche, Stade Français Bordeaux. On attend une réaction de Bordeaux et du Stade Français qui aura du coup perdu face à Perpignan ce week-end. Tout à fait. Tout à fait, ouais. Non mais c'est très bien amené, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on va voir. Un petit mot sur le 6 Nations, c'est ça la dernière partie Eh bien oui, parce que à part les matchs de week-end prochain de top 14, il y aura des matchs de 6 Nations à voir. Ah oui. On a hâte. Gros matchs. Oui. Et du coup, ça commence par un magnifique France-Italie. C'est dès la semaine prochaine, c'est ça? Non, c'est cette semaine. Mais c'est toi qui viens de oui, Declan il vient. C'est Erwan qui. Tu fais comment là? Normalement, tu étais censé prendre un micro, Michel? Alors, je sais pas. Vas-y, prends le micro, tu l'allumes et tu le prends à la main. Je ne peux pas te lancer. Hein. Non, mais le petit là, voilà. Ouais, celui-là. Ou celui-là? Non, surtout pas celui-là. Oui, celui-là, voilà. Débranche pas. Tu le prends à la main et tu viens nous raconter toute ta vie sur le 6 Nations. Donc ça commence la semaine prochaine. Non, cette semaine. Oui, c'est cette semaine. Ce week-end. La France est favorite une nouvelle fois. Ou les Anglais et l'Irlande. Vas-y, viens t'asseoir sur la couture. Oui, à côté de toi. Salut à tous, du coup. Voilà. Donc, j'ai quelques petites infos. J'ai quelques petites infos pour le 6 Nations, du coup, qui commence ce week-end, ce samedi. Oui. Mais nous, on sera plus particulièrement devant nos écrans
ce dimanche Ouais. face à l'Italie. Oui. Donc on a nos tricolores qui se déplacent à Rome à 16h pour affronter une équipe d'Italie qui a quand même une bonne petite équipe, hein. Ça commence. Donc faut faire gaffe, ils ont fait des bons matchs cet hiver. Mm. Donc ouais, faut être sérieux quand même, c'est une bonne équipe. C'est l'occasion de directement rentrer dans la compétition, faire carton plein contre l'Italie pour prendre les devants, parce qu'il va y avoir du coup 2 autres belles rencontres, un peu plus jouées. Quelles seront ces 2 autres rencontres de cette première journée de 6 nations? Alors, je ne les ai pas sur moi. Declan. Faut On l'a faut vu. bosser ses chroniques, hein. Declan, là, faut être moins mauvais parce que. C'est quoi? C'est un France... c'est un Angleterre, pardon. Quel va être, messieurs Pays de Galles, Irlande et Angleterre-Écosse. Pays Pays de de Galles, Irlande. Irlande. Bah, et pour moi, c'est Angleterre, le plus beau Écosse. match du week-end, Pays de Galles, Bah, Irlande. Angleterre-Écosse aussi, ça a bien joué. Ouais, Angleterre-Écosse, ça va dépendre du niveau de l'Angleterre qui vont réussir à aligner avec cette nouvelle équipe un peu remaniée. Et puis voilà quoi. Moi j'ai hâte de voir ce tournoi de destination, qu'on Ah puisse ouais. Et le replacer champ- toutes les équipes. Et le changement de sélectionneur pour L'Irlande les est encore Anglais. premier au classement. Ouais. C'est pas top. Le changement de sélectionneur pour les Anglais depuis Tout à fait. décembre. En plus. Mm. Bah, c'est pour ça que On je a dis parlé remanié. dans hein. Ouais. l'émission, ouais. On va voir comment ça se passe. Ensuite, on a Antoine Dupont qui est absent du stage, de la préparation à Cap-Breton. Donc, on n'a pas tellement les causes, mais c'est des raisons personnelles. Et il n'est toujours pas de retour, mais d'après des sources proches du groupe, il devrait être quand même présent ce week-end et c'est important qu'il soit là. Ensuite, on a Thomas Ramos qui devrait être préféré derrière Plus près, à Melvin Jaminet. Et malgré ses bonnes performances, donc on va voir comment ça se passe. Mais voilà. Et ensuite, un petit point quand même statistique, les Bleus restent sur 13 victoires de suite. Leur dernière défaite, c'est contre les Australiens en juillet 2021, 33-30. Donc voilà, et aussi ça serait enchaîné quand même une deuxième 6 nations, un deuxième titre pour les 6 nations. Très bien. On va voir du coup comment cela peut influencer le top 14. Un gros week-end rugby en perspective et en championnat et en 6 nations. Ce fameux Toulouse-Bayonne dont on parlait, c'est l'occasion parfaite pour Bayonne de jouer Toulouse au meilleur moment, puisque bon nombre de joueurs de Toulouse vont partir sur les 6 nations et que Bayonne peut créer la surprise et s'imposer face à Toulouse. Idem pour un Bordeaux Stade Français, pardon, je vais y arriver, où des joueurs des 2 équipes, mais peut-être plus du Stade Français cette année, iront en 6 nations. Il y en a beaucoup de Bordeaux. C'est une période. C'est kiff-kiff, je crois. donc, C'est une période où les cartes sont vraiment rabattues en top 14. On l'avait évoqué il y a quelques semaines. Bordeaux, qui était premier du top 14 avant ces 6 nations, a dégringolé sans ses internationaux. Et finalement, c'est là où des petites équipes comme Perpignan, comme Bayonne, même si on les respecte cette saison, mais avec des effectifs plus menus, mais qui peuvent garder pendant cette période internationale, peuvent tout simplement rattraper leur retard. Ouais, c'est tout le temps le moment pour les plus petites équipes, on va dire, mais qui n'ont pas trop d'internationaux qui partent, de faire leur petit chemin et de grappiller des points par-ci par-là face aux grandes équipes qui sont quand même diminuées et du coup, qui ont moins l'habitude de jouer ensemble. Très bien. Tout à fait. Donc plein de rugby à regarder, ça va être Ouais, cool. et là, la semaine pro, gros débrief des week-ends, Évidemment. des matchs du week-end. On accordera une importance particulière sur ce rugby. Je pense qu'on commencera même par ça pour vous lancer. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette belle émission. J'ai mes 3 chroniqueurs du rugby que je vais remercier aussi. Voilà, Erwan pour sa très bonne chronique, Declan pour ses précieuses informations et Gauthier toujours présent pour animer ses chroniques rugby depuis plus d'1 an et demi. Et en forme. Et toujours en forme. Parce que c'était pas gagné. Hein. Aussi sur nos réseaux. Oui, il a eu un week-end bien difficile, Elgoat, mais le Phoenix renaît toujours de ses cendres et il est vite revenu pour être présent ce soir. Merci à Mam, cher Gaëtan, merci à Kylian. On salue tous ceux qui sont présents sur Ketchup Mayo mais qui n'étaient pas présents ce soir. Enzo, Romain, Emric qui bénéficient et qui nous permettent d'évoluer semaine après semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour du rugby, pour du foot et du basket. A très bientôt sur la chaîne d'Innovate. Ciao. Ciao.